Dans cette capsule, nous allons voir l'algorithme minimax. Alors, la notation qu'on va utiliser, c'est qu'on va premièrement faire référence au premier joueur comme étant le joueur max et le deuxième joueur, donc son adversaire, comme étant le joueur min. On va également interpréter le résultat d'une partie comme étant comme résultant en la distribution d'une récompense au joueur max. Donc, la récompense, ça pourrait être le résultat d'un pari où Max et Min auraient contribué de l'argent, puis le gagnant se verrait obtenir la somme amassée par donc l'argent contribué par Max et par Min. Donc, Max, on choisit le mot Max parce que Max va évidemment vouloir maximiser sa récompense. Et Min, lui, à l'inverse, va vouloir minimiser la récompense de Max. Et ça, c'est parce qu'on est dans le contexte d'un jeu à somme nulle. Donc, puisque Min va recevoir l'opposé de la récompense de Max, il va vouloir évidemment minimiser la récompense de Max. Donc, de façon plus concrète peut-être, la récompense pour Max, ça pourrait être de l'argent, 5 $. Et donc, si ce qui était retourné comme récompense à Max correspondait à 5, c'est que Max obtiendrait 5 $ suite à la partie, tandis qu'on pourrait avoir une récompense négative de 5 $. Dans ce cas-ci, ça voudrait dire qu'en fait, Min recevrait 5 $, donc Max perdrait 5 $. Alors, comme pour les problèmes qu'on a essayé de résoudre avec A étoile, on va commencer par déterminer c'est quoi la structure de l'espace de recherche qu'on va explorer pour obtenir une solution à notre problème et être en mesure de designer un joueur dans un jeu à deux adversaires. Donc, on va voir encore une fois, comme dans l'étoile, un espace qui va correspondre à un graphe qu'on va explorer. Mais dans ce cas-ci, en fait, le graphe en question va correspondre à un arbre. On va avoir un nœud initial qui correspond à la configuration initiale du jeu. Comme dans l'étoile, on va également avoir une fonction de transition qui va nous retourner une liste de nœuds successeurs. Et là, dans le contexte d'un jeu à deux adversaires, on va rendre explicite la notion d'une action associée au nœud successeur. Donc, la relation entre les deux, c'est que le nœud successeur, c'est le nœud qui résulte ou l'état qui résulte de l'exécution de l'action qui est donnée avec le nœud successeur. On va avoir également un test de terminaison qui permet d'identifier si on est arrivé à la fin d'une partie. Donc, ça joue un rôle similaire à la fonction but de A étoile. Mais en plus, on va avoir une fonction d'utilité pour les états finaux qui va nous donner la récompense reçue par le joueur max. Donc, c'est la quantité qui est maximisée par le joueur max et qui est minimisée par le joueur min. Alors, notre espace de recherche va ressembler à ça ici dans un exemple là, de tic-tac-toe. On va avoir, donc ce qu'on observe en fait, c'est pour chaque nœud, on a une grille de tic-tac-toe avec une certaine configuration. Donc, à l'état initial, on va avoir une grille qui est complètement vide. Et les autres états vont correspondre à une grille avec des X et des O. Donc, l'état initial va être associé au tour max, puisque c'est max qui joue en premier. Puis l'état suivant est associé au joueur min. Puis dans ce cas-ci, on a utilisé les X pour max et les O pour min. Maintenant, la fonction de transition, elle, va déterminer quels sont les nœuds successeurs. On va avoir un nœud successeur par action possible. Donc, suite à l'état initial, max peut faire 9 actions différentes. Alors, on va avoir 9 actions, 9 états successeurs possibles, chacun associé avec une position du X différente. Et de façon récursive, on va pouvoir appliquer la fonction de transition sur ces états-là, où là, ça va correspondre au nœud, au joueur min qui, lui, va placer un O dans la grille. Et donc, suite à, par exemple, cet état-là ici, on aurait en fait 8 nœuds successeurs possibles, donc 8 positions différentes pour le rond, que ce soit ici, 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 et ainsi de suite. Et remarquez que pour le deuxième nœud successeur de l'état initial, on aurait également 8 autres transitions possibles. Donc, il y a une croissance exponentielle du nombre d'états possibles du jeu. Et si on continue comme ça, en appliquant la fonction de transition de façon récursive, on va éventuellement arriver à des états finaux qui vont avoir associé à eux des utilités.
donc ce qui est retourné par notre fonction d'utilité. On va avoir une valeur négative si c'est min qui gagne, parce que si on a choisi moins 1, c'est comme si le joueur max perdait 1$ si min gagnait. On va avoir possiblement une valeur de 0 si on a égalité. Dans ce cas du jeu tic-tac-toe, on peut avoir égalité. Et une valeur positive, plus 1 si c'est le joueur X qui gagne la partie. Donc, remarquez que cette structure-là, on a appliqué de façon récursive la fonction de transition, ça correspond à un arbre. Donc, chaque nœud est associé à un seul parent. Et remarquez également que les nœuds finaux sont à des profondeurs possiblement différentes. Donc, dans ce cas-ci, la profondeur de ce nœud-là correspond à une profondeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il y a eu 6 actions qui ont été jouées, tandis qu'ici, on a une profondeur 9. Donc, ce nœud-là est à 9 transitions de l'état final, l'état initial, pardon. On est maintenant prêt à regarder l'algorithme minimax. Donc, l'idée principale derrière l'algorithme minimax, c'est qu'on va supposer que l'action la plus profitable est toujours prise par le joueur max ou le joueur min lors de son tour. C'est-à-dire que le joueur max ou le joueur min va prendre la valeur minimax la plus profitable. Donc, on va définir cette notion de valeur minimax. La valeur minimax d'un nœud n va correspondre à 3 cas de figure. Le premier, c'est le cas où n est un nœud terminal. Dans ce cas-ci, la valeur minimax va être simplement l'utilité associée à ce nœud terminal-là, ce nœud final-là. Okay, donc, c'est le cas le plus simple, le cas initial, si on veut. Maintenant, ensuite de ça, de façon récursive, on va définir la valeur minimax d'un nœud n pour le cas où n est un nœud max, comme étant la valeur minimax d'un nœud n', où n' est un nœud successeur qui maximise cette valeur minimax-là. Donc ça traduit de façon un peu plus formelle le fait que le joueur max veut maximiser la valeur minimax qui va être obtenue après avoir fait l'action qui correspond au nœud successeur n'. Et de la même façon, si n correspond au joueur min, le joueur min, lui, va prendre l'action qui correspond à un nœud successeur n', dont la valeur minimax est minimale. Donc, ces équations-là, en fait, définissent finalement un programme récursif qui va nous permettre de calculer la valeur minimax jusqu'à la racine. C'est-à-dire qu'on va faire l'application jusqu'à atteindre un nœud enfant. Donc, notre programme récursif, implicitement derrière, il y a l'arbre. Et lorsqu'on va parcourir l'arbre, on va commencer par atteindre éventuellement les enfants. Puis, on va pouvoir faire remonter la valeur minimax vers le haut via ces équations de récursivité-là. Donc, on a ici l'algorithme minimax, c'est-à-dire l'algorithme qui choisit l'action qui permet d'obtenir pour le joueur max l'action qui a la meilleure valeur minimax. Alors, lorsqu'on appelle minimax, on donne le nœud initial où le joueur max doit prendre une action. Et ce que minimax va retourner, c'est l'action retournée par une sous-routine tour max. Ce que tour max fait, ça correspond essentiellement à l'action prise par le joueur max lorsque c'est son tour à l'état n, au nœud n. Donc, premièrement, si n correspond à une fin de partie, en fait, le joueur max ne peut pas jouer. Il va simplement retourner l'utilité n. Ensuite de ça, on va initialiser la valeur d'utilité U si on n'est pas à la fin de partie à moins l'infini. Puis on va associer à ça une action qui est un pointeur nul. Et on va itérer sur toutes les actions et leur état successeur associé, donc toutes les actions que peut prendre le joueur max. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler quelle est la valeur minimax associée à l'état successeur n'. Et spécifiquement, en fait, on va appeler quel est le résultat du tour suivant min, du joueur min. Et si cette valeur-là est plus grande que l'utilité actuelle dans notre itération, on va affecter l'action qui va être prise par max
comme étant l'action A'. Donc, en initialisant U à moins l'infini, ça s'assure qu'on va au moins choisir une action, puisque les valeurs retournées ici seront nécessairement plus grandes que moins l'infini. Et on va affecter évidemment, là, après avoir affecté l'action, si c'était une action qui obtenait une meilleure utilité, on va se rappeler de cette utilité-là. Et une fois que Max va avoir considéré toutes les actions possibles qu'il peut prendre, puis avoir trouvé celle qui a une valeur minimax, donc qui est la valeur retournée par tour min, qui a trouvé l'action qui a la valeur minimax la plus élevée, on va retourner cette utilité-là associée, donc la valeur minimax associée, puis l'action qui correspond à l'obtention de cette valeur minimax-là. Et donc, on a vu qu'on a la sous-routine tour min qu'on a juste ici. En fait, c'est exactement la même chose que pour tour max. La seule différence, c'est que, comme on l'a vu avant, min va tenter de minimiser la valeur minimax. Donc, c'est de minimiser la récompense obtenue par max. Donc, dans cette boucle ici, plutôt que de maximiser, on va minimiser, c'est-à-dire qu'on va appeler la valeur minimax associée au tour suivant, c'est-à-dire le tour du joueur max. On va voir est-ce que c'est une valeur plus petite que l'utilité courante. Et si c'est le cas, on va mettre à jour notre action A qui va être considérée par le joueur min à ce tour-là. On va la mettre à jour à la valeur A' qui a généré ce N'-là. Puis on va associer comme utilité l'utilité qui nous a été retournée là, par le tour suivant, qui est le tour du joueur max. Et en initialisant U à une valeur infinie, on a bel et bien que cette boucle-là ici calcule l'action qui a la valeur minimax la plus petite. Et finalement, la sous-routine tour min va retourner comme max l'utilité, donc la valeur minimax trouvée, et l'action associée à l'obtention de cette valeur minimax-là. Voici quelques propriétés de l'algorithme minimax. Premièrement, tu as un algorithme qui est complet, c'est-à-dire qu'il retourne toujours une solution. Retourne toujours une solution sous la condition que l'arbre soit fini, donc que ce ne soit pas possible là, d'avoir une partie qui ne cesse jamais, qui termine jamais. C'est un algorithme qui est optimal, mais selon une condition qui est en fait très importante, à savoir que c'est un algorithme qui va retourner l'action optimale à prendre par le joueur max si l'adversaire joue de façon optimale également. Donc ça veut dire que l'algorithme minimax ne va pas permettre d'exploiter des faiblesses de son adversaire. Un exemple de ça, c'est aux échecs. Il y a une technique assez bien connue où si l'adversaire se place dans une situation de vulnérabilité, c'est possible pour l'adversaire de gagner la partie en 4 tours. Cependant, c'est possible pour l'adversaire d'éviter que ça se produise. Il ne faut juste pas qu'il se place dans cette position de vulnérabilité-là. Et puisque l'algorithme minimax suppose que l'adversaire joue de façon optimale, dans le cas du jeu des échecs, il va supposer que l'adversaire ne va jamais se placer dans une position de vulnérabilité comme ça. Okay? Donc, l'algorithme minimax fait en fait une supposition pire des cas, à savoir que notre adversaire est le meilleur possible, et c'est en faisant ces suppositions-là qu'il va choisir son action, l'action qu'il va prendre et sa stratégie. Donc, c'est un avantage dans la mesure où c'est vraiment le pire des cas. Cependant, si on savait que notre adversaire ne connaissait pas, par exemple, dans le cas des échecs, cette stratégie-là pour gagner en 4 coups, peut-être qu'en réalité, on voudrait un algorithme qui exploite ça. Mais ce n'est pas avec Minimax qu'on va y arriver. Pour ça, ça prendrait en fait un certain modèle puis des connaissances a priori plus riches sur ce que notre adversaire, la qualité du jeu de notre adversaire. Maintenant, pour ce qui est de la complexité en temps d'exécution de Minimax, il va s'exécuter en haut de B à la N. Donc, dans ce cas-ci, B, ça va correspondre au nombre maximum de coups légaux à chaque étape. Et M, ça va correspondre au nombre maximum de coups dans une partie. Donc, ça correspond essentiellement à la profondeur maximale de l'arbre. Puis B correspond au facteur de branchement dans notre arbre, le nombre d'enfants maximum qui peut être généré lors de la recherche. Et une façon de voir comment est-ce que
c'est exponentiel finalement en m, donc c'est un ordre de complexité b à la m, c'est qu'à chaque tour, on peut générer un nombre d'enfants qui correspond à b, et le nombre maximum de coups qui peut être exécuté, c'est m. Donc, on va avoir b coups possibles fois b coups possibles fois b coups possibles, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à m coups, donc à une fin de partie. Donc, ça nous donne bel et bien b à la m. La complexité en espace est beaucoup moins pire, c'est linéaire en b et en m. Ça, c'est parce qu'en fait, le parcours qu'on fait correspond essentiellement à une recherche en profondeur. Donc, à un moment donné, lorsqu'on part de la racine, on va arriver éventuellement à une fin de partie. Donc, ce chemin-là va être de taille m. Puis, à chaque nœud intermédiaire, on aura possiblement généré tous les enfants possibles. Et ça, il y en a b. Donc, ça donne en tout un nombre de nœuds en mémoire b fois m. C'est possible d'avoir en fait un ordre de complexité O à la m si on génère au besoin chacun des nœuds. Donc, dans ce cas-ci, le nombre de nœuds qu'on aurait en mémoire en tout temps serait O plus m. Mais vraiment, le pire des cas, pour une recherche en profondeur comme ça serait O de b fois m. Ce qu'on remarque, c'est que pour une partie d'échec raisonnable, c'est-à-dire pas trop longue, on a en fait un facteur de branchement B qui va être à peu près égal à 35, puis un nombre maximum de taux pour une partie qui n'est pas trop longue, autour de 100. Et si vous faites le calcul de 35 à la 100, vous allez voir que c'est un nombre assez astronomique. Donc, ça va correspondre à une quantité de calcul qu'on ne peut pas vraiment espérer faire dans un temps raisonnable. Et donc, l'algorithme Minimax, c'est un algorithme qui est relativement naïf dans la mesure où ça correspond à une quantité de calcul qui est beaucoup trop grande. Et ce qu'on va voir dans les capsules suivantes, c'est comment est-ce qu'on peut diminuer en fait ce nombre cette quantité de calcul-là. Et en fait, dans la prochaine capsule, où on va voir l'élagage alpha-bêta, on va se poser la question, on va voir comment est-ce qu'on peut éliminer des chemins dans l'arbre qui sont inutiles à explorer.